On n'a pas la place pour tes enfants à Noël, m'a dit ma mère, Martine. Mon frère, Thomas, a eu un petit sourire en coin. Ouais, viens juste toute seule. De toute façon, ils font trop de bruit. J'ai hoché la tête. Ce soir-là, j'ai repris tous les jouets que j'avais achetés pour mes neveux. À 7h10 du matin, ma sœur Camille m'a envoyé un SMS. Où sont les cadeaux? Il pleure. J'ai répondu par c'était un de ces moments où tu restes assise là, pétrifiée, sans même comprendre ce qui vient de se passer. J'étais chez moi 2 semaines avant Noël, et les enfants étaient dans le salon en train de décorer le petit sapin artificiel qu'on avait sorti de la cave. Ils étaient tellement excités, posant des tas de questions pour savoir quand on irait chez papy et mamie, si les cousins seraient là, si on pourrait dormir sur place comme l'année dernière. Je leur ai dit que oui. Sur le moment, j'y croyais vraiment. Puis il y a eu cet appel. Ma mère m'a dit avec le plus grand sérieux qu'il n'aurait pas de place pour les enfants cette année, comme s'il s'agissait d'un problème de réservation d'hôtel. Elle a expliqué que la famille de ma belle-sœur Sophie serait là, que ce serait trop surpeuplé, trop bruyant et que c'était déjà la course. Tu peux quand même venir, a-elle dit. Mais pas les enfants. Avant même que je puisse assimiler la nouvelle, la voix de mon frère a résonné en fond. Ouais. Viens juste toute seule. De toute façon, ils font trop de bruit. Ça a été comme un coup de poing dans le ventre. Je crois que j'ai juste dit « d'accord ». Et j'ai raccroché. Que pouvais-je dire d'autre? Je suis restée assise sur mon lit pendant un long moment après ça, essayant de trouver comment annoncer ça à mes enfants sans leur briser le cœur. Je n'en ai pas eu le courage, alors je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit que les plans avaient changé et que nous allions fêter notre propre Noël spécial à la maison cette année. Ils sont restés silencieux. Ils n'ont pas pleuré, mais je l'ai lu sur leur visage. Ils ne comprenaient pas pourquoi on n'y allait plus. Ils ont juste hoché la tête et continué à décorer comme si de rien n'était. Mais il s'était passé quelque chose. Ce qui rendait la situation encore pire, c'est que j'avais déjà déposé tous les cadeaux. Une semaine plus tôt, je les avais laissés chez mes parents. Pour les cacher de mes propres enfants. J'ai toujours fait les choses en grand. Pour Noël. Ce n'était pas pour frimer. C'est juste l'éducation que j'ai reçue. Quand on aime les gens, on est là pour eux. J'avais acheté à mes neveux ceux qu'ils réclamaient depuis 1 an. Une Nintendo Switch pour le plus jeune. Un iPhone reconditionné pour le plus grand. J'avais emballé des boîtes de puzzles. Des boîtes de Lego, des figurines et des kits de loisirs créatifs. J'avais même ajouté des petits à côté comme des chaussettes, des papillotes en chocolat et des livres de Noël. Je pensais bien faire. Cette nuit-là, après l'appel, je n'arrivais pas à dormir. Je repensais sans cesse à la facilité avec laquelle il avait rayé mes enfants de la liste, comme s'ils n'avaient aucune importance. Comme s'ils n'étaient qu'un bruit de fond. Alors, vers 22h30, j'ai pris ma voiture pour retourner chez mes parents en banlieue. J'avais encore un double des clés. Tout le monde dormait. Je suis entrée sans faire de bruit, je suis allée directement dans le coin de la salle à manger où j'avais empilé les cadeaux, et je les ai tous repris, un par un. Ils ne les avaient même pas déplacés. Ils étaient toujours là, posés comme des dons oubliés à une association. Je les ai chargés dans mon coffre, j'ai refermé doucement la porte. Et je suis rentrée chez moi. Je n'ai rien dit aux enfants. Je n'ai rien dit à personne. Puis le matin de Noël est arrivé. À 7h10 précise, le SMS de ma sœur Camille est arrivé en majuscule. Où sont les cadeaux? Il pleure. Je
Les fixer longuement avant de répondre. Je suis juste venue toute seule, tu te souviens? J'ai attendu. Rien. Aucune réponse. Ni de sa part. Ni de ma mère. Ni de mon frère. Ils avaient organisé toute leur journée en s'attendant à ce que je gère tout, comme d'habitude. C'était moi qui apportais le foie gras, la bûche, les cadeaux, la magie. C'était moi qui payais la voiture de location que ma sœur utilisait chaque Noël pour descendre les voir. Je les aidais à payer leurs factures. Je laissais mes parents utiliser ma carte bancaire pour faire leurs courses à Carrefour, mettre de l'essence, ou acheter ce dont ils avaient besoin. Je ne tenais pas les comptes. Je donnais, tout simplement. Et il n'a fallu qu'un seul coup de fil pour qu'il soit très clair. Mes enfants n'étaient pas les bienvenus. Ils n'avaient aucune idée que les cadeaux n'étaient que le début. Le lendemain de Noël a été étrangement calme. Pas de SMS, pas d'appel, pas même le traditionnel message passif-agressif de ma mère. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ils devaient sûrement fulminer. Je les imaginais faire les 100 pas en chuchotant à mon sujet, ne comprenant pas ce qui avait foiré. Ils n'ont jamais vraiment demandé pourquoi. J'avais repris les cadeaux. Personne n'a même fait allusion à ce qu'ils m'avaient dit au téléphone. Mais je n'attendais pas d'excuses. Ce matin-là, je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai révoqué l'accès de mes parents à la carte secondaire rattachée à mon compte. C'était un petit geste discret que j'avais fait quelques années auparavant pour leur faciliter la vie. Les courses, les pleins d'essence, les petits frais du quotidien. Ils considéraient cela comme un droit acquis et tacite, mais maintenant, c'était terminé. Vers midi, ma mère a appelé, non pas pour dire quelque chose d'important, mais juste pour m'informer que sa carte ne fonctionnait pas au supermarché et me demander de vérifier. Je lui ai répondu que tout devait aller bien et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai envoyé un SMS à ma sœur. As-tu toujours besoin d'aide pour louer la voiture pour le nouvel an? Elle a répondu immédiatement. Oui, s'il te plaît. J'allais justement te le demander. J'ai répondu, je ne peux pas cette année. C'est un peu juste. Financièrement. Elle n'a rien répondu après ça. Je savais qu'elle était furieuse. Elle pensait probablement que je faisais ça par vengeance. Et honnêtement, c'était le cas, mais pas par mesquinerie, par pure lucidité. Je n'allais plus être celle qui tenait le filet de sécurité pendant qu'ils faisaient tous semblant de voler de leurs propres ailes. Je suis allée dans le placard et j'ai sorti tous les cadeaux que j'avais récupérés. Mes enfants n'ont jamais su qu'ils étaient destinés à quelqu'un d'autre. J'ai donné la console à mon fils et j'ai emballé les boîtes de Lego pour l'anniversaire de ma fille, qui tombait en janvier. J'ai gardé l'iPhone. Je pensais le revendre sur le Bon Coin. Mais j'ai fini par en faire don à un foyer local pour femmes qui aident les adolescentes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Ça me paraissait plus juste que de le donner à un gamin qui ne dirait même pas merci. Puis la campagne de culpabilisation a commencé. Ma tante m'a envoyé un SMS au hasard pour me demander si tout allait bien entre ma mère et moi. Ensuite, mon cousin m'a envoyé la capture d'écran d'une publication Facebook que ma sœur avait écrite. Une phrase vague sur certaines personnes qui oublient le sens de la famille. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, ma sœur m'a de nouveau écrit. Les garçons n'arrêtent pas de demander pourquoi tu les détestes. J'ai fixé le message pendant un long moment. Mes neveux, ils n'avaient rien demandé, mais il n'était pas question de les détester. Il était question de protéger les miens.
Alors, je lui ai répondu, je ne déteste personne, mais vous avez tous oublié que mes enfants existent. Toujours aucune réponse. L'ironie de l'histoire, mon ex-mari, Julien, qui vit dans le sud de la France et sur qui on ne peut pas toujours compter, a réussi à envoyer un gros colis à nos enfants. Des cadeaux bien emballés, des petites cartes touchantes. Il avait même inclus une décoration de sapin faite à la main avec leur initiale. C'est arrivé en retard, mais c'est arrivé. Ils étaient aux anges. Pendant ce temps, les personnes qu'ils voyaient chaque année ne leur ont rien donné. Pas même un coup de fil. Pas même une carte. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'y retournerai plus. Ni l'année prochaine. Ni jamais. Ils étaient tellement habitués à ce que je comble tous les vides qu'ils n'ont jamais remarqué quand j'ai commencé à leur retirer des choses. Mais ils n'allaient pas tarder à le sentir. Les retombées n'ont pas été bruyantes. C'est ce qui m'a surprise. Pas de confrontation dramatique, pas de disputant hurlant, juste un lent silence, comme un tissu qui s'effiloche point par point. Quelques jours après le début du mois de janvier, ma mère a fini par rappeler. Sa voix était normale. Trop normale. Elle a posé des questions sur les enfants, a demandé comment s'était passé notre Noël, comme si de rien n'était, comme si elle ne les avait pas décommandés. J'ai répondu poliment, en restant brève. Je n'ai pas abordé le sujet, et elles non plus. C'était leur technique préférée. Faire comme si la blessure n'existait pas, puis faire semblant d'être confus. Quand vous commencez à boiter. Elle a terminé l'appel en disant qu'elle espérait qu'on viendrait les voir bientôt. J'ai dit que j'y réfléchirais. Je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il supposait que tout redeviendrait normal une fois que je me serais calmée. C'est ainsi qu'il parlait de moi. Émotive, dramatique, sensible. Autant de mots de code pour dire, elle arrête de donner quand elle en a marre qu'on profite d'elle. Ce mois-là, je n'ai pas envoyé l'argent habituel. Pour les médicaments de mon père qui n'étaient pas remboursés par la mutuelle. Il n'a pas appelé. Ma mère, si. Elle a dit quelque chose de vague sur des problèmes de sécurité sociale et de franchise médicale. Je lui ai dit que le pharmacien pourrait l'aider à régler ça. Elle n'a rien ajouté après ça. Je crois qu'elle a enfin compris que la carte bancaire était vraiment bloquée, que le robinet était à sec. Ma sœur m'a envoyé un SMS 2 semaines plus tard pour me demander si je pouvais garder ses enfants pour le week-end afin qu'elle puisse aller à un mariage. J'ai juste répondu, non, désolé. Pas d'excuse, juste la vérité. Sa réponse a tenu en un mot, sympa. Une semaine après ça, la femme de mon frère m'a envoyé un message. Elle disait qu'elle n'essayait pas de s'en mêler, mais que les enfants étaient vraiment tristes et que je manquais à tout le monde. Aucune mention de ce qui s'était passé. Aucune remise en question, juste de la culpabilisation déguisée en inquiétude. Je n'ai pas répondu. Je passais plus de temps avec mes propres enfants que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne courais plus dans tous les sens pour faciliter la vie des autres, je ne brûlais plus mon argent et mon énergie pour des gens qui ne supportaient même pas la présence de mes enfants dans la même pièce. On se préparait du chocolat chaud un soir sur deux, on jouait à la Switch, on faisait de longues promenades dans le quartier. Je les ai vus s'installer dans une vraie sérénité. Comme s'ils n'avaient enfin plus l'impression d'être des citoyens de seconde zone dans leur propre famille. Un soir, ma fille m'a demandé pourquoi on n'est pas allé chez mamie ce Noël. J'ai répondu, parce que ce n'était pas un endroit pour nous cette année. Elle y a réfléchi une seconde et a dit, c'est pas grave. J'ai préféré notre Noël. Et voilà. Pas de larmes.
Juste la vérité. Pendant ce temps, des fissures commençaient à se former dans la machine familiale. J'ai appris par un cousin que la voiture de ma sœur était tombée en panne et qu'elle ne pouvait plus aller travailler. Que mes parents avaient demandé de l'aide autour d'eux pour payer leurs factures d'électricité. Que la femme de mon frère se plaignait du fait que tout leur retombait dessus. Ces derniers temps, ils commençaient à sentir le poids, le genre de poids que je portais avant sans qu'ils s'en rendent compte. Chaque petite chose que je faisais discrètement soutenait bien plus l'édifice qu'ils ne le pensaient. Sans moi, les trous apparaissaient au grand jour. Mais aucun d'entre eux n'a appelé pour s'excuser. Aucun d'entre eux n'a dit qu'ils avaient eu tort. Et maintenant, je n'étais pas seulement parti. J'observais. Et j'en avais fini de faire semblant d'être dupe. À la mi-janvier, les choses sont devenues étrangement transactionnelles. Le silence était rompu. Non pas avec des excuses ou une réconciliation, mais avec des demandes de virement Lydia. Des demandes aléatoires et silencieuses de ma mère. 25 € par-ci, 50 par-là. L'une d'elles avait pour motif, essence. Une autre disait, on a besoin de courses. Elle n'a jamais envoyé de SMS ni appelé pour s'expliquer, elle a juste envoyé la demande comme si on était encore en décembre et que je jouais encore mon rôle. Je n'ai pas envoyé un centime. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, elle avait l'air agréable au début. Trop agréable. Elle a posé des questions sur les enfants, ce qu'ils faisaient. Comment se passait l'école, comme si on n'avait pas passé Noël séparés par un mur invisible qu'elle avait elle-même construit. Je l'ai laissé parler. Puis, elle a dit, au fait, je t'ai fait 2 ou 3 demandes sur Lydia. Tu les as vues? J'ai répondu, oui, je les ai vues. Elle a fait une pause, s'attendant à ce que je propose de payer. Comme je ne le faisais pas, elle a réessayé, les fins de mois sont juste un peu difficiles en ce moment. J'ai dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit avant Noël? Elle n'a pas répondu. Tout de suite. Puis est venue l'excuse inévitable. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu as mal interprété. Il y allait juste y avoir beaucoup de monde. Cette année. On essayait de faire simple, tu comprends? Simple. Et apparemment, la façon la plus simple de faire de la place était de supprimer 2 enfants de l'équation. Je lui ai dit que je n'aiderais plus, ni financièrement ni autrement. Elle a poussé un de ses petits soupirs pincés. Puis a dit, eh bien, j'espère que ce n'est pas définitif. On reste une famille. Je n'ai rien répondu. Je crois qu'on connaissait déjà toutes les deux la réponse. Et puis quelques jours plus tard, il s'est passé quelque chose de bizarre. Mon fils est entré dans la cuisine en tenant sa tablette, l'air un peu confus. Il a demandé, pourquoi tonton Thomas a dit que le Père Noël ne nous aimait pas? Je me suis figée. De quoi tu parles? Il m'a montré l'écran. Mon frère avait publié une story Instagram, une courte vidéo, probablement censée disparaître en 24 heures, mais pas assez vite. Il était debout dans sa cuisine et filmait une minuscule boîte de briques de construction de sous-marque posée sur le plan de travail. Il a dit, je suppose que c'est à ça que ressemble Noël quand quelqu'un décide de jouer les Grinch. En arrière-plan, sa femme a rigolé et a dit, l'année prochaine, on dira juste aux enfants que le Père Noël est allergique au drame. Ils n'ont pas prononcé mon prénom. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient fait de mes enfants la chute d'une blague mesquine sur Internet. Ils avaient transformé une trahison familiale en contenu pour leurs amis. Mes enfants avaient été exclus et maintenant on se moquait d'eux pour ça.
Et ça les avait atteints à travers un écran qu'ils n'étaient même pas censés regarder ce jour-là. Ce soir-là, je suis allée sur notre ancien groupe de discussion familiale sur WhatsApp, celui où on avait l'habitude d'organiser les fêtes et les anniversaires et de s'envoyer des mèmes au hasard. Personne n'y avait dit un mot depuis décembre. J'ai envoyé un seul message. Vous pouvez vous désabonner de moi dans la vraie vie aussi. Puis j'ai quitté le groupe. Personne n'a réagi. Pas un appel. Pas un message. Pas même une tentative de défense bancale. Mais voici à quoi ils n'avaient pas pensé. J'avais encore tous leurs papiers pour les impôts. Chaque année, ils m'envoyaient leurs fiches de paie, leurs reçus, des captures d'écran et leurs identifiants. France Connect. Je déclarais tout en ligne. Je les aidais à obtenir des réductions, à corriger leurs erreurs. Ils n'avaient même jamais appris à le faire eux-mêmes. Ma sœur m'avait déjà envoyé les siens par courrier, réglés comme une horloge, la première semaine de janvier. Une enveloppe craft avec un mot griffonné, tu peux t'en occuper avant le 20 ? J'ai besoin du remboursement des impôts au plus vite. Je l'ai glissé dans un tiroir et je n'y ai pas touché. Pas de message, pas d'avertissement, juste rien du tout. Qu'ils se débrouillent cette année. Ou pas. Parce que ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que je n'étais pas seulement celle qui apportait les cadeaux. J'apportais le savoir-faire, l'argent, le soutien, la stabilité. J'étais l'infrastructure invisible sur laquelle ils s'appuyaient tous. Et ils trouvaient ça normal parce que je donnais l'impression que c'était facile. Maintenant, pièce par pièce, je démantelais tout ça tranquillement, méticuleusement, et ils commençaient à le sentir. Février est arrivé et l'ambiance a changé. Ce n'était pas dramatique. C'était le genre de changement qui s'installe lentement jusqu'à ce que soudain, ils deviennent indéniables. Ma sœur m'a envoyé un SMS en premier. Pas de bonjour, juste, et, tu as fait la déclaration ? Mon remboursement tombe généralement à cette période. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute, puis j'ai posé le téléphone. Elle a attendu un jour avant de relancer. Claire, Jean. Ai vraiment besoin. J'ai le loyer qui tombe. Tu peux au moins me dire ce qui se passe ? J'ai répondu le lendemain. Je n'ai rien déclaré du tout cette année. Tu vas devoir le faire toi-même. Elle a répondu en moins de 5 minutes. Sérieusement ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? J'attends depuis des semaines. Je n'ai pas répondu, non pas par cruauté, mais parce que je n'avais plus rien à expliquer. Elle n'avait jamais dit merci quand je le faisais. Pas une seule fois au cours des 7 années où j'ai géré ses impôts. Pas une carte cadeau, pas un mot gentil, juste de l'exigence, juste un dû. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. C'était inhabituel. Il a commencé par parler de la pluie et du beau temps, à demander comment allait le travail, si les enfants allaient bien. Je savais ce qui m'attendait, alors j'ai juste attendu. Puis il a lâché le morceau. J'ai entendu dire que tu ne nous aidais pas pour la déclaration de revenus cette année. Je lui ai confirmé. Il s'est tu, puis a dit, on a toujours compté sur toi pour ce genre de choses. J'ai demandé. Tu veux dire, de la même façon que mes enfants comptent sur une famille qui a envie de les voir ? Silence. Finalement, il a dit, ta mère ne voulait pas te contrarier. C'est juste que c'était compliqué pour l'organisation des fêtes. Mais je n'étais plus en colère. Pas vraiment. J'avais dépassé ce stade. Je ne leur faisais simplement plus confiance et je ne leur devais pas la stabilité qu'ils ne m'avaient jamais offerte, ni à moi ni à mes enfants. Je lui ai dit que j'espérais qu'ils s'en sortiraient et que je devais y aller.
Cette semaine-là, j'ai reçu un email. De la femme de mon frère, de toutes les personnes possibles, un ton formel, objet, aide. Elle m'expliquait qu'ils essayaient de renégocier le prêt de la maison et qu'ils avaient besoin d'aide pour organiser les documents bancaires. Elle disait, ça a toujours été toi qui gérais ce genre de choses. Puis, l'air de rien, tout en bas, elle ajoutait, ce serait super de récupérer cet iPhone si tu ne l'as pas déjà vendu. Il était pour Léo et il est vraiment très triste. Je l'ai relu 2 fois, me demandant si elle était sérieuse. Je n'ai pas répondu. Il pensait que tout cela était temporaire, que j'étais juste sous le coup de l'émotion, que je finirais par m'en remettre, que je rentrerais dans le rang et que je reprendrais mon rôle. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'étais en train de les regarder apprendre à se noyer. L'amie de ma mère, une femme que je connaissais à peine, m'a envoyé un message quelques jours plus tard. Elle disait qu'elle avait entendu parler de nos histoires et qu'elle espérait que je ne laisserais pas un malentendu tout gâcher. Que la famille, c'est sacré. Je n'ai même pas répondu à celui-là, mais il s'est passé quelque chose d'étrange vers la fin du mois. Un colis est arrivé pour mes enfants. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une pile de livres, des bonbons, une carte qui disait « On vous aime très fort ». À l'intérieur, il y avait 2 billets de 100 € glissés entre les pages. Mon fils a cru que c'était encore de mon ex, mais je savais que non. Ces cadeaux passaient toujours par Amazon. Celui-ci semblait plus personnel. C'était peut-être quelqu'un de la famille qui réalisait enfin à quel point ils avaient dépassé les bornes. Ou peut-être que quelqu'un avait vu que le vent avait tourné. Mes enfants allaient bien. Ils allaient même plus que bien. Ils s'épanouissaient. Parce que pour la première fois, tout ce qu'on leur donnait venait de quelqu'un qui les avait choisis. Les personnes qui les ignoraient autrefois étaient maintenant en difficulté, se démenaient, rataient les dates limite de déclaration d'impôt, perdaient leur accès à mon argent, demandaient de l'aide comme ils n'avaient jamais eu à le faire auparavant. Et tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de donner. Pas d'avertissement, pas de dispute, juste l'absence. Une absence qui, en fin de compte, s'est révélée plus bruyante que tout ce que j'aurais pu dire. En mars, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'avais pas pleuré une seule fois. Pas quand ils ont exclu mes enfants. Pas quand j'ai retiré les cadeaux de sous leur sapin. Pas quand ils ont commencé à s'effondrer un par un, essayant de réparer les dégâts sans jamais en reconnaître la cause. Je n'avais pas pleuré car, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais libre. Un matin, j'ai reçu un texto de mon frère. Et, maman est à l'hôpital. Rien de grave. Tension artérielle. Je me disais juste que tu devais le savoir. Ça aurait marché sur moi, autrefois. La vague culpabilité, l'insinuation que si je ne venais pas maintenant, c'était moi la mauvaise fille. Mais même ça, ça me paraissait différent aujourd'hui. Il ne m'informait pas par souci pour elle. C'était un appât. J'ai répondu. J'espère qu'elle s'en remettra. Et c'est tout. 2 heures plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS depuis son lit d'hôpital. Vas-tu vraiment laisser cette famille s'effondrer à cause de Noël? Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu, parce qu'il ne s'agissait pas de Noël. Il s'agissait d'années passées. À être le plan de secours. Celle qui réparait les choses, finançait les choses. Réglait tous les problèmes pendant que mes enfants étaient traités comme un bruit de fond. Ce n'était pas un seul moment isolé. C'était 1000 petits moments. Cette fois-ci, je les ai juste laissés s'accumuler jusqu'à ce que j'en
Est assez. À peu près au même moment, une lettre est arrivée par la poste, écrite à la main. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était de ma sœur. Elle faisait 2 pages. Elle racontait à quel point les choses avaient été dures, à quel point le bon vieux temps lui manquait, à quel point les enfants, ses enfants, n'arrêtaient pas de demander quand ils reverraient Tata Claire. Elle n'a jamais mentionné ce qu'elle avait dit au téléphone ce soir-là. Elle n'a jamais mentionné la phrase « De toute façon, ils font trop de bruit ». Elle a juste dit que nous étions tous stressés. Je crois qu'on a oublié à quel point tu en fais pour tout le monde. Cette partie m'a fait rire. On a oublié. Pas, on a considéré ça comme un dû. Pas, on vous a traité, toi et tes enfants, comme la dernière roue du carrosse. Oublié. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans le tiroir avec ses documents d'impôt. Toujours intacts. 1 avril, j'ai réservé un voyage pour les enfants et moi, au soleil dans le sud de l'Espagne. Juste nous 3. On a séjourné dans un hôtel, commandé le service d'étage, nagé dans une piscine sur le toit. Je les ai regardés rire, rire pour de vrai, sans essayer d'attirer l'attention de qui que ce soit, ni de rivaliser avec des cousins, ni de marcher sur des œufs. On a fait un appel vidéo avec leur père pendant qu'on y était. Il faisait des efforts, avec sa maladresse habituelle. Il a demandé s'ils avaient reçu son colis de la nouvelle année, et ils ont souri en lui montrant la décoration de sapin faite à la main qu'il avait envoyée. Elle était inégale et un peu de travers, mais elle était à eux, et elle venait de quelqu'un qui se souciait d'eux. À notre retour, j'ai vu un dernier message dans ma boîte de réception de la part de ma mère. On fait un brunch en famille le week-end prochain. J'espère que tu amèneras les enfants. Tout le monde adorerait les voir. Il y avait un « amènera les enfants », pas juste un « viens toute seule ». Je l'ai fixé pendant un moment, puis je l'ai supprimé. Sans répondre parce que mes enfants ne leur manquaient pas. Ce qui leur manquait, c'est ce que mes enfants représentaient. Le sentiment de famille, la chaleur, le confort matériel, l'illusion qu'ils étaient de bonnes personnes. Parce que quelqu'un d'autre, moi, faisait tout le sale boulot. J'avais déjà passé des années à construire un pont. Ils y ont mis le feu. Et maintenant? Même en regardant la fumée, ils n'avaient toujours pas appris à construire quoi que ce soit par eux-mêmes. Je n'étais plus en colère. C'était juste fini. La porte n'a pas claqué. Elle n'a même pas grincé. Elle s'est simplement fermée et l'est restée.